suis contente de vous rencontrer aujourd'hui parce que j'ai plein de questions à vous poser. D'accord. Ça fait très longtemps, près de 50 ans qu'on se connaît, et ce que je me suis toujours demandé, c'est où vous alliez chercher vos sources d'inspiration, qui sont évidemment variées, mais qui interpellent. Oui. Je suis né dans une famille au moment où il y avait vraiment un défilé, comme ça arrive quelquefois dans les familles, un défilé avec des décès des membres de ma famille. Et donc j'ai été tout de suite porté au rêve. Et bon, les membres de ma famille avaient peur parce qu'ils se demandaient qui sera le prochain toujours. Et j'étais plutôt là pour, étant enfant, j'étais un enfant assez positif qui avait plutôt tendance à réjouir la famille. Donc j'étais très porté au rêve, tout ce qui était mythologique, un peu religieux, tout ce qui était un peu métaphysique, ça me parlait beaucoup. Mais j'ai commencé très très tôt à dessiner. Paraît-il que mes premiers pas, c'était pour griffonner sur les cartons de fresques de mon père. Et j'ai dessiné tout de suite. Mon père m'a initié à la fresque quand j'avais 6 ans. C'était la première fresque que j'ai faite qui est restée à la maison de famille. Et puis très tôt, on m'a emmené au Louvre et j'étais vraiment très content de voir les tableaux du Louvre. J'étais marqué par Chassériau, David, le 19e siècle, la Renaissance. Et on n'avait pas besoin de me forcer pour dessiner, ni pour m'intéresser aux peintures anciennes. Alors, l'inspiration, le goût de la peinture, à mon avis, ne vient pas forcément du père, qui était peintre fresquiste, mais je pense que ça vient peut-être, bon, c'est un peu comme la poule aux œufs d'or, on ne sait pas très bien comment ça marche, mais le fait que ma mère ait pris pour mari un peintre, je pense que tout au début, le fait de peindre était aussi un moyen de charme pour ma mère. C'était accompagné d'un charme pour ma mère. Donc je pense que la mère a une très grande importance, pour la mère de l'artiste a une très grande importance. Et puis alors, ensuite, j'ai été malade, j'ai eu des problèmes une espèce de scarlatine. Je suis resté au lit très longtemps et ça m'a permis de faire beaucoup de copies de Michel-Ange. C'était vers 10 ans, 10-12 ans. Et j'ai fait des copies de Michel-Ange, des dessins. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai travaillé, j'ai fait aussi des espèces d'interprétations avec un espèce de don de collage en reproduisant, en interprétant des peintures de Signorelli ou de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange. J'ai fait un jugement dernier quand j'avais 9 ans, avec des personnages nus et une autre scène qui représentait le printemps. Et là, j'étais vraiment décidé à faire de la peinture. Et j'étais déjà très très ambitieux.
je voyais toutes les peintures de la Renaissance avec énormément d'appétit. Alors, moi, je me souviens très bien, lorsque je vous ai découvert, de vos qualités, parce que vos parents m'avaient invité à venir voir vos travaux, vous Oui. étiez en quatrième, Oui, et j'avais été vraiment époustouflée à la vision de l'Aurige de Delphes Ah oui. au fusain, Mhm. sur un format qui, je pense, était grand aigle, oui, et qui était digne d'un concours des beaux-arts d'un garçon de 18 ans. Vous en aviez 13. oui, c'est ça, oui. C'était absolument spectaculaire. Alors j'ai représenté des antiques. Mon père avait des moulages antiques de l'Aurige, Peut-être des des têtes bustes. du Parthénon aussi. Les bustes comme j'ai Des chez bustes, moi. oui, c'est ça. Des têtes du Parthénon. Avec une Athénaniké du Parthénon aussi. Et puis il y avait une Vénus aussi, je me souviens. Vous Et dans l'après-midi. vous maîtrisiez une technique Oui. parfaite. Hein. Alors je faisais ça au crayon compté et à la craie. Et j'aimais beaucoup ça, je fais ça très sérieusement avec un fil à plomb. Le problème, c'est que vos parents m'expliquaient qu'en rentrant du lycée, il y avait une seule chose qui comptait, ne pas faire ses devoirs, passer Oui. à l'atelier. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et alors, Donc au niveau technique, oui. vous étiez déjà nettement au-dessus de tout être moyen. j'ai reproduit aussi j'ai fait des scènes très inspirées de Uccello aussi. J'interprétais un peu à la manière d'eux, quoi. Donc finalement, dès le départ, c'est quand même la peinture qui vous Oui, intéressait. oui, oui. Voilà, ce que vous étiez Alors j'ai très fait un peu de sensible aux arts. sculpture aussi, parce que j'avais un oncle sculpteur prix de Rome qui est décédé 1 an ou 2 ans avant ma naissance. Et j'ai reproduit en terre ces sculptures. J'aimais beaucoup la sculpture. J'avais pensé aussi au métier de sculpteur, mais enfin, il y en avait tellement, on ne pouvait pas les conserver parce qu'il y en avait trop. Et puis, c'était compliqué. Le stockage est un peu compliqué. Mais finalement, j'ai préféré faire de la peinture. Et alors, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à faire des copies au Louvre, au pastel, des copies de Poussin, de Chassériau, de David. Et il y avait déjà un professeur des Beaux-Arts qui venait et qui m'aidait, Cordeau, le professeur Cordeau. Et il était très gentil et il m'encourageait. Et puis aussi, les vacances, on allait à l'île de Ré voir le professeur de mon père, qui m'a beaucoup marqué. Je lui présentais des travaux que je faisais, et il me corrigeait. Et j'en garde un souvenir très ému. C'est une époque où les professeurs connaissaient beaucoup de choses techniquement et où ils savaient faire beaucoup de choses. Alors, vous voyez, pour parler de technique, justement, je pensais là, ce fameux coup de foudre que j'avais eu à l'école des Beaux-Arts quand j'ai découvert les chemises. Oui. C'était absolument sublime, autant au niveau de la signification, du signifiant, que de la technique. Oui. Alors, on a votre atelier devant les yeux, j'ose pas dire votre palette, votre table de travail. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de votre journée d'artiste? Comment vous commencez? À quelle heure? Quelles sont vos difficultés physiques? Parce que le métier de peintre, c'est un métier vraiment physique. Oui. Alors, je me lève de bonne heure et je commence à peindre tout de suite, dès le matin. Mais je fais attention, enfin maintenant, je fais très attention de ne jamais être complètement déconnecté du réel. Je prends des breaks souvent parce que
si je travaille et que je me laisse emporter par mon imagination, je me plonge dans quelque chose d'assez lumineux, un peu immatériel, et au bout, si je ne reviens pas au réel, je suis tellement dans la lumière que il y a un moment donné où la peinture progresse beaucoup, et puis après, comme si je suis déconnecté du réel, je finis par confondre la lumière et la fumée, et après, ça devient la peau de chagrin, et ensuite, c'est la déconfiture. Tu m'as dit que la touche évolue au cours de la matinée. Non. Non. J'ai besoin de revenir au réel, c'est-à-dire de sortir de mon atelier, je ne sais pas moi, de prendre un café, oui, ou discuter avec des gens, mais l'espace de 10 minutes, c'est pour pour être bien rattaché au réel. Sinon, mon esprit s'emporte, et puis je suis déconnecté du réel, et Vous ne maîtrisez plus. Je ne maîtrise plus. Ma peinture s'améliore, et puis au bout d'un moment, je finis par confondre la lumière et la fumée, oui. Et ça devient un peau de chagrin. Alors pour éviter ça, j'essaye de bien revenir au réel toujours. Et alors, la technique à la peinture, à la tempéra et en caustique, oui, voilà. ça a un grand intérêt, c'est qu'il y a une partie très physique. On met des pigments dans des pots. Moi, je mets ça dans des boîtes, des boîtes d'emballage d'œufs. Et Ah oui, on a des cartons, pots, oui. et c'est quelque chose de très logique. On les dilue avec de l'œuf, de la cire, de l'huile, c'est très physique. Mais vous travaillez à partir de poudre, là, dans ce Oui, des cas-là. poudres, oui, des poudres, oui. Alors, comme ça, je garde les tons jusqu'à la fin. Autrement dit, c'est une technique parfaitement ancienne. Ah oui, c'est une technique antique. ancienne. Ah. C'est une technique vénitienne, Oui. mais que j'avais déjà commencé très très tôt, parce que mon père peignait que à l'eau. Il peignait à l'eau, ses cartons de fresques, il les faisait à la caséine et avec des pigments. D'abord, on comprend que le mélange des tons, les nuances sont proportionnées par le poids des couleurs et non pas par le volume. Ça change beaucoup. C'est, je voulais, un mélange, si on met en volume des parties proportionnelles, c'est pas la même chose que si on met des poids qui sont proportionnels. Donc le poids du ton est très important. Et puis l'intérêt aussi, c'est de pouvoir garder les tons du départ jusqu'à la fin du tableau, parce qu'ils sont dans des pots. Alors je vais vous poser une question que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand on travaille sur, disons, un schéma, est-ce que vous voyez la couleur déposée avant de la poser? Ah oui, je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas cette sensation d'avoir je réfléchis à la couleur, oui. Je la vois, voilà. Je ne sais pas, peut-être virtuellement, enfin, je la voilà. vois. C'est difficile à expliquer et à comprendre. Mais je vois la couleur avant de la mettre. Voilà, si je vois un mur blanc et que j'ai l'intention de le peindre dans un bleu particulier, je vois ce mur comme peint. Et je pense que c'est un peu... Alors, il y a aussi le fait de voir la peinture, mais de voir, par exemple, une couche de peinture, et ce que ça va donner quand on superposera avec une deuxième ou une troisième. Oui. Donc, c'est essayer de prévoir avant de peindre. C'est-à-dire, on réfléchit du professeur de mon père, Ducos de la Haye, qui a décoré le palais des colonies,
qui était fresquiste, et il a décoré le Palais des Colonies, la mairie de Reims, et bon, j'en regarde un souvenir merveilleux. Ses conseils ont été très très profitables. J'ai même un peu l'impression d'avoir eu son aide surnaturelle après son décès. Et en même temps, c'était l'élève de Baudouin, un fresquiste, qui a décoré le Petit Palais. Et Baudouin était l'élève de Puvis de Chavannes, qui a décoré le Panthéon. Puvis de Chavannes était l'élève de Chassériau, qui a décoré Saint-Philippe du Roule, et qui est représenté au Louvre, avec la toilette d'Esther, les deux sœurs, le trépidarium. Ingres, c'était un élève d'Ingres, et Ingres l'appelait le Napoléon de la peinture. Chassériau était élève d'Ingres et de Delacroix. Et je me répète souvent en disant que la terre soit légère sur le corps de ces hommes illustres. J'y pense beaucoup, et pour moi, les peintres du passé, les peintres du Louvre, ce ne sont pas simplement des prouesses techniques, c'est, pour moi, Delacroix, c'est aussi le lait et le miel. Et ça fait partie de la vie. Quand je peins, je pense à mettre une sorte de manteau d'abeilles, et les abeilles, c'est les peintres du passé, c'est aussi tous les peintres que j'ai connus qui ont disparu, les artisans, etc., qui travaillent avec moi. C'est un petit peu une incarnation de tout ce monde-là qui forme un édifice. Mais évidemment, mon âme, c'est la mienne. Mais on est un petit peu on est un petit peu de, je sais pas, on est un petit peu de Platon, on est un petit peu de Saint-Augustin, on est un petit peu de tous les gens qui vous ont construit, ils sont un peu des parents célestes. Et en même temps, vous êtes de ce siècle. Voilà. Et justement, vous voyez, je me posais la question là, quand nous en parlions. Vous êtes dans un monde du XXe siècle. En fait, ce XXe siècle qui a vu de véritables révolutions de la peinture avec le cubisme, l'abstraction et tout, et vous êtes attaché à la peinture figurative, et votre place reste évidente dans ce siècle, par vos sujets. Et justement, je voulais aborder le problème des sujets qui sont si contemporains. Je pense à votre inspiration des réfugiés, des naufragés. Vous avez fait des tableaux magnifiques. Hein. Donc, votre place dans ce monde contemporain n'est pas un hasard non plus. Vous avez beau être habité par un monde ancien, j'allais dire presque antique, et en même temps, vous êtes un peu du futur. Voilà. C'est vrai, et je pense que dernièrement, je me suis beaucoup classicisé, mais en même temps, je fais attention de faire des choses pour servir le temps présent, pour apporter quelque chose au temps présent, et aussi parler aux générations futures, bien sûr. Et vous voyez, Je voulais dire aussi que quand on commence à peindre, ce qui augmente la force du créateur, c'est d'accepter qu'un jour on sera dépassé aussi par les successeurs.
c'est une loi c'est quelque chose de tout à fait normal et qui est souhaitable aussi. D'autre part, je pense que la peinture est en évolution. Sinon, à quoi bon Oui, ben d'ailleurs, votre style a énormément évolué. Oui, Quand on voit la période des armoires oui, que vous avez faite en mon nom, c'est une peinture très, très plane, oui. quelque part. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes dans une expression davantage de violence, votre touche est plus fracturée. Oui, Vous avez complètement changé je ne dirais pas de technique, parce que c'est toujours les mêmes oui. matières, vous travaillez la matière de la même façon, mais la touche, elle, est très différente. Oui. Alors, Et vous ne reniez pas la période non, ancienne, non. elle fait vraiment partie Oui. du cheminement. Alors la touche, c'est un petit peu la virtuosité du peintre. Et bon, la touche, je trouve que la cire, c'est ce qui reproduit le mieux le geste de la peinture. Et c'est un peu comme l'archet du violon Oui, tout à fait. qui donne je sais pas, une impulsion, une sensibilité particulière sur la toile. Et je pense aussi que la peinture est faite avec des étapes et qu'elle doit être jouée comme une musique. C'est-à-dire, il y a des étapes, des choses qui viennent d'abord, et il y a des choses qui viennent à partir des choses qui sont déjà faites, qui ne peuvent être pensées que par rapport à par rapport aux couches précédentes. Il y a tout le travail du lit de la peinture, c'est-à-dire des premières couches, les étapes. Alors, dans une technique, je reprends un peu la technique ancienne de la synopia, c'est-à-dire un dessin au fusain, repris avec Voilà, des encres rouges. Oui. Après, une autre étape de grisaille qui remplace un peu le verdaccio de la Renaissance, qui était fait avec de la terre verte. Il y a une étape de modelé aussi. Le modelé, il n'y a pas encore tout à fait la couleur, mais c'est un petit peu de la peinture d'aveugle. C'est un peu une peinture d'aveugle, c'est-à-dire c'est des formes qui sont plutôt modelées, touchées. Et puis ensuite, il y a la matière, le bombé des matières sur le tableau, les empattements. Ensuite, il y a l'effet, une sorte un reflet, une demi-teinte. Des vibrations. Des vibrations de lumière oui. Alors, colorée. au départ, il y a une espèce de demi-teinte, comme si le temps était gris, et surtout, le temps était gris, c'est-à-dire les lumières, il n'y a pas encore de rayons de soleil, et il y a un temps de pause qui est respecté. C'est-à-dire que les ombres auraient pu, une heure avant, être un peu éclairées, ou une heure après, un peu éclairées aussi, mais d'un autre côté. Donc il y a un temps de pause où la lumière bouge un peu. Et après, il y a le coup de soleil, le rayon de soleil qui illumine. Alors le rayon de soleil, lui, il est furtif. Et il vient par-dessus un temps de pause. Et ce que j'admire aussi dans vos tableaux, c'est la composition. Il y a toujours des équilibres, même dans le tableau qui paraît le plus, je dirais, éclaté. Parfois, il y a une composition absolument rigoureuse. Oui. À l'ancienne, on pense au nombre d'or, vous voyez la façon de voir une tête par rapport au corps, par rapport à un objet, le bateau par rapport aux migrants. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que chez vous, il y a disons un perfectionnisme qui fait que quand vous avez un sujet qui vous intéresse, vous n'hésitez pas à le reprendre en plusieurs exemplaires. Oui, oui, oui. Hein, que ce soit le mannequin, que ce soit ce bateau, vous allez reprendre. Alors, quand
quand je représente par exemple une scène avec des personnages, c'est un petit peu comme des planètes qui ont des attractions, Voilà. ou au contraire, qui sont chassés, qui sont chassés par d'autres planètes. Comme une sorte Ou d'attraction, alors de c'est une attraction-répulsion. attraction et une Oui. répulsion, oui. Oui. Donc les personnages, mais les planètes c'est certainement des lois physiques, alors que les personnages c'est des sentiments. Si les personnages ont une affection les uns pour les autres, ils se rapprochent, ou s'ils ont une répulsion, ils s'éloignent. Par exemple, chez Rembrandt, quand Rembrandt représente Saint-Mathieu et l'ange, ils sont tout près et par déduction, on entend l'ange qui chuchote à son oreille. Ou dans l'enlèvement des Sabines, par la couleur, on déduit que les Sabines sont en train de crier. Ou on voit dans Poussin, par exemple, Orphée, on l'imagine en train de sangloter devant l'eau qui trouble son Vous voyez, votre œuvre, elle a ceci de particulier qu'elle touche. Donc, elle peut à la fois susciter du rejet, oui, elle interpelle, oui, ou alors une admiration sans borne. Je dois dire que les personnes qui admirent ce que vous faites l'apprécient, j'allais dire, charnellement. oui. On est touché, Mhm. on est pris à la gorge par, Oui, oui, par vos tableaux. oui. Voilà. Enfin, j'ai lu récemment, j'ai relu des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, et il parle vraiment des sentiments de l'artiste, en disant que c'est extrêmement important. Et en fait, le fait d'être touché par les artistes du passé, par exemple, de façon avec une affection, ça compte beaucoup. Je sais que je vais tous les jours, je vais passer un quart d'heure à l'église et je suis dans le Parnasse, c'est-à-dire le paradis des artistes. Et c'est un petit peu comme le curé d'Ars qui entendait un bonhomme parler dans une église, et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et le bonhomme lui répond « Ben, je l'avise et il m'avise. » Et en fait, c'est tout à fait ça. Ce paradis des artistes, c'est je les avise et ils m'avisent. Évidemment, cela explique aussi votre souci, votre affection pour les grands textes religieux. Oui. Alors, ça fait partie de votre culture. Oui. J'ai eu des directeurs spirituels qui étaient des grandes pointures. Le père Denis Martin, qui était prieur du monastère de Tourneling au Maroc, et à Bouaké, et ensuite de Vincerf, qui était à côté de Moret, et ensuite le père Gélineau, qui était jésuite, et qui a participé au concile de Vatican II avec Jean XXIII. Et j'ai été initié à la théologie. Je me suis beaucoup instruit sur la métaphysique avec les livres de Gustave Martelet, du père Beauchamp, qui sont vraiment des trésors.